Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on rattrape le temps perdu, je vous l'avais annoncé, je ne pouvais pas tourner de Dépris lundi, en plus je me suis tapé une belle extinction de voix pendant 3 jours donc au final ça tombait bien, mais maintenant j'ai quand même envie de revenir sur ce Grand Prix de Belgique. Oui, tout a été dit déjà, que ce soit par la télévision ou les collègues de YouTube, mais vous le savez, j'aime bien faire des points et je ne pouvais pas laisser passer un Grand Prix, aller au suivant, sans marquer ce qu'il s'est passé. Du coup aujourd'hui le principe il est super simple, avant de se projeter sur Zandvoort, on prend les pilotes un par un et on parle de leur performance à Spa. Je fais ça très rapidement car je suis un peu pressé en ce moment, pas trop de montage, du blabla, on fait un point. Évidemment, on va commencer avec Max Verstappen, et que dire? Sincèrement, les mots commencent à manquer, mais je vais quand même m'attarder un petit peu sur lui, car il se passe quelque chose d'assez unique, en tout cas d'assez rare, autour de son cas. Bon, sur la piste, de vendredi à dimanche, il a été le synonyme du mot perfection, comme très rarement on l'a vu en Formule 1. Il gagne après avoir gagné la 10e place de la 14e, en réalité, il s'est lancé 13e puisque Gasly n'était plus là, mais depuis le 14e slot. Excellente impulsion, il a déjà dépassé beaucoup de voitures en arrivant à la source. La suite du premier tour est plus compliquée, il repère quelques positions, il doit éviter un peu de grabuge, mais sur la fin du tour, il réaccélère, il redépasse de mecs, il est déjà 8e, et à la relance de la safety car, il double une voiture par tour, et je crois qu'il est premier dès le 12e tour, et pour de vrai aux alentours du 20e, une fois que tout le monde s'est arrêté, il a été plus rapide sur tous les types de pneus, il a éclaté tout le monde, son coéquipier, les Ferrari, les autres. Voilà, on utilise souvent le mot masterclass, là pour le coup, il ne serait pas galvaudé. Sur les 6 dernières courses, en enlevant Silverstone, où malheureusement il a eu un souci donc on peut pas vraiment compter sa performance, je lui ai toujours mis au moins 18 et même souvent 19 ou 20. Là évidemment c'est 20 parce que c'était du Schumacher 2002, c'était du Hamilton 2020, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu une performance aussi dominante de la part d'un pilote, c'est assez impressionnant. Et le plus fou c'est que finalement quand on regarde son week-end, son dimanche surtout, bah c'est presque pas choquant, parce que ça semble ultra facile. Il a produit l'une des plus grandes performances de l'histoire de Red Bull et l'une des plus grandes performances de la Formule 1. C'était vraiment digne d'un des grands leaders des grandes années qui s'échappe et qui détruit tout le monde. Mais là, en partant de la 14e place, voilà, je vais pas en dire plus tellement on est tous d'accord sur le fait que la performance, voilà, elle est assez unique. Mais voilà, dans l'impression, est-ce que vous avez le sentiment que Verstappen a forcé dimanche? Pas une seconde quoi, c'est choquant. Alors, faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, ou plutôt rendre la Red Bull à ce qui appartient à Adrian Newey, parce que concrètement, cette voiture, elle est absolument incroyable, et visiblement, Spa répondait à toutes ses qualités et l'a sublimée. On avait ce week-end peut-être l'une des meilleures voitures qu'on ait jamais vues sur un seul week-end. C'était absolument parfait, voilà, on a vu toutes les images, toutes les comparaisons, tous les temps, tout, c'était une machine de guerre, une stabilité exceptionnelle. On avait ce week-end l'une des meilleures combinaisons écurie pilote voiture de tous les temps. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est juste absolument injouable, et encore une fois, coup de chapeau à Adrian Newey, parce que cette Red Bull, elle est fabuleuse. Et on en arrive donc au titre de la vidéo. Oui, Max Verstappen est le nouveau roi de la Formule 1. Depuis que je suis né, j'ai connu les ères Schumacher, puis l'ère Vettel, puis l'ère Hamilton. J'ai le petit sentiment qu'on entre dans l'ère Verstappen. Il va déjà avoir 2 titres, une trentaine de victoires, 70 ou 80 podiums, bientôt 15-20 pôles. Ouais, bah ça, attention, il a déjà le palmarès d'Alonso, quasiment. Et puis à la fin de l'année, il n'y aura que 10 mecs dans toute l'histoire qui auront plus de titres de champion que lui. Max Verstappen est déjà une légende de la Formule 1, on le répète sur les dernières courses, mais là c'est vraiment en train de se concrétiser. On ne sait pas combien de titres, combien de temps il va enchaîner comme ça, ça se trouve on se retrouve dans 2 ans, il a 4 titres, 70 victoires, et on commence à se dire, attention, les records de Schumacher, les records d'Hamilton, bah ce mec il va les exploser. En plus, il a 21 ans, je regarde, il doit en avoir 24 ou 25, mais il est ultra jeune, il en avance sur tous les temps de passage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est actuellement le nouveau roi de la Formule 1, c'est comme ça marche par des époques, il y a eu l'époque Schumacher, etc., etc. Maintenant, c'est l'époque Verstappen, on y est, et il s'apprête à vivre un des week-ends les plus incroyables de sa vie, à Zandvoort, où non seulement bah, le public va être pour lui, mais toute la F1 va tourner autour de lui. Voilà. Une page importante de l'histoire s'écrit, et elle portera les lettres de Max Verstappen. Allez, même si Verstappen les a complètement mangés, on va tout de même parler des autres pilotes, en commençant par Sergio Pérez, qui aide à ramener le 4e doublé Red Bull de la saison, et asseoir encore plus la domination de l'écurie autrichienne. Bon, concrètement sur le papier, P2,
impossible d'en demander mieux à Pérez. Et voilà, on sait que la voiture maintenant, elle n'est plus faite pour lui. On sait que Red Bull a mis toute son attention sur Max. Donc pour lui, arriver à faire deuxième derrière son leader, on ne lui demande pas plus. Excellent, parfait, le job il est rempli. Maintenant sur le papier, on m'excuserait, je trouve sa Q3 moyenne, voire ratée, même si je crois qu'il a tapé du trafic dans son dernier run. Et une partie de sa course me laisse un peu perplexe avec ce départ complètement foiré et des rythmes sur les pneus pas forcément fous, mais il est arrivé à reprendre Sainz finalement sans trop de difficultés, il termine deuxième. On va pas s'étaler sur Checo, le job il est fait, c'est pas la performance de l'année, loin de là, mais excellent, excellent de ramener ça. Finalement, c'est un petit peu pareil pour Sainz. Entre la pole et la P3, il ne pouvait clairement pas ramener plus ce week-end. C'est très bien. Quand on compare aussi au temps de Leclerc, je trouve qu'il a été plutôt bon, voire un petit peu meilleur peut-être dans les temps, même si Leclerc a une course décalée à cause du tir-off, on y viendra. Maintenant, en termes d'impression laissée, voilà, je reste encore un petit peu sur ma faim. Certes, il prend la pole, mais il est super loin, il rate son deuxième run et j'ai pas trouvé ses tours absolument fabuleux. Et puis dimanche, excellent départ, il a gardé la tête, ça c'était très bien. Puis après, c'est un peu écroulé, c'était pas forcément sa faute non plus, mais voilà, il a moins bien tenu, il finit ric-rac par rapport à Russell. Donc un petit peu comme Checo. Il aura évidemment une très bonne note parce qu'il peut pas faire mieux, mais ça pètera pas non plus les très hauts scores 18-19, parce que voilà, il m'en manque un peu pour être totalement satisfait. Mais si jamais il réédite ça, voilà, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Pole P3, pas mieux. Leclerc, venons-en, bon déjà il a pas de bol sur une partie du week-end parce qu'il doit prendre cette pénalité, donc il part loin et déjà toutes ses chances, ne serait-ce que d'un podium, sont compromises. Puis après, le summum, c'est ce tir-off qui vient se coincer dans les échappements dans le premier tour. Hamilton a mis du gaz partout avec son moteur qui partait en fumée et voilà, tous les pilotes ont enlevé des tir-off. Le seul qu'on a pris un dans les radiateurs, c'est Leclerc, ça arrive. Visiblement c'est finalement celui de Stroll et pas celui de Verstappen, mais ça change rien. Il s'arrête au stand, à partir de là, il doit faire un arrêt de plus que tout le monde, stratégie décalée, peut pas viser mieux que la P5, et il l'a obtenu sur le papier, et on va reparler évidemment de ce coup du meilleur tour tenté par Ferrari. Avant d'aller là-dessus, un mot sur Leclerc, puisque ce week-end, il n'a pas été mauvais, on peut pas dire ça, mais j'ai trouvé assez fade. Lui-même l'a dit, il faisait des tours, il avait l'impression que ça marchait, et ça marchait pas. Donc il était là, il n'avait pas trop de solutions. Sa course, bon, certes, elle est compromise, mais au final, elle est loin d'être époustouflante. Sa qualif, certes, il avait la pénalité, il a aidé Carlos, donc il pouvait pas faire de gros temps, mais bon, c'est pas ouf non plus. Voilà, c'était on va dire, un Leclerc assez petit, moyen ce week-end, peut-être dû aux circonstances, à la voiture, etc. Mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu fade, et je trouvais que voilà, c'était l'occasion de le dire. Peut-être qu'à Zandvoort, il ira mieux sur un circuit, peut-être qu'il conviendra mieux à la Ferrari. Alors Ferrari, justement, parlons-en. Est-ce que la performance de la voiture est inquiétante? Je sais pas trop, parce qu'au final, quand on voit le gap qu'il y a entre Sainz et Russell à l'arrivée, c'est finalement ce qui était déjà le cas en Hongrie, où même Russell avait battu Sainz à la régulière. Donc là, c'est finalement comme ce qu'on avait vu récemment. On n'a pas pu voir le vrai Leclerc aussi qui partait devant, donc ça fausse un peu les datas. La question c'est, est-ce que Ferrari a dû relever sa hauteur de caisse? Est-ce que ça compromet vraiment l'équilibre de sa voiture? Visiblement oui, on attendra plusieurs Grands Prix pour le confirmer. Faut pas oublier qu'il y a 2 courses sur l'enchaînement Autriche-France, la Ferrari était la meilleure voiture. Donc voilà, avant de dire que c'est totalement plié, on va attendre un peu de voir si effectivement la Red Bull a fait le step que la Ferrari n'a pas fait. Maintenant, sur le coup du meilleur tour, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais pour moi, ils avaient totalement raison de le tenter. Verstappen est largement premier, toi tu sais que tu vas finir 5ème, t'as un gap de 19-20 secondes sur Alonso, c'est peut-être un petit peu chaud, mais à ce moment-là la saison, avec le retard que t'as, si tu tentes pas d'enlever le point du meilleur tour à Verstappen, voilà, autant abdiquer direct. 5ème ou 6ème avec le meilleur tour ou quoi, c'est plus ou moins la même chose, autant tenter. Sur le papier, je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est fait un petit peu dans la précipitation. Le timing est très short pour que Leclerc s'arrête, repasse Alonso, fasse le meilleur tour, surtout que la Red Bull a un meilleur tour qui est largement meilleur que celui des autres. Ça, c'est un petit peu chaud. Maintenant, sur le papier, voilà, il y a un gap, ça doit passer. D'ailleurs, on l'a vu, Leclerc finit devant Alonso au moment de la ligne d'arrivée. Voilà, pour moi, c'est bon. Le truc, c'est que Leclerc n'a pas à faire un excès de vitesse dans la pit lane. Normalement, ça passe. C'est typiquement le genre de truc que Mercedes aurait fait faire à Hamilton, qu'aurait fonctionné, et tout le monde aurait dit, voilà, Mercedes, la patte des champions, ils ont raison, ils l'ont fait, Ferrari aurait jamais pensé. Voilà. Pour moi, en tout cas, l'idée sur le papier, elle est bonne. L'exécution, elle est un petit peu trop brouillonne. Leclerc, il y a cette histoire de capteur qui fait qu'il peut pas savoir s'il est en excès de vitesse ou je sais pas quoi, et la pénalité tombe vraiment directement, alors que d'habitude, j'ai l'impression qu'il y a eu des excès de vitesse qu'on n'a pas forcément sanctionnés, enfin en tout cas, c'est un petit peu toujours bizarre ce genre de cas. Le problème chez Ferrari, en fait, c'est que même une bonne idée ne peut pas aller à son terme, parce qu'il y a toujours des détails qui coincent. Et ce qui me gêne le plus en fait dans cette affaire, c'est pas tant qu'on ait tenté le meilleur tour, que c'est foiré, etc., on s'en fiche, 5ème ou 6ème.
On s'en fiche. Le problème, c'est que même ça marche pas, et surtout qu'on l'ait pas dit à Leclerc qu'il avait 5 secondes. Pour moi, c'est impensable que Leclerc apprenne qu'il a une pénalité devant les médias. C'est une hérésie. Alors ok, à Spa, vu que la fin du tour, il n'y a pas de tour de décélération, tu rentres direct dans les stands, ils ont peut-être pas eu le temps, je sais pas quoi, mais il y a un mec qui doit aller le voir à la descente de la voiture, avant qu'il parle aux médias, et lui dire « Charles, t'as 5 secondes ». C'est honteux que tout le monde le sache dans le paddock, sauf le pilote. Ça, vraiment, on n'aurait jamais eu ça chez une autre écurie. Voilà sur cette histoire de meilleur tour, faut pas en faire trop non plus, et ne pas voir le mal partout chez Ferrari, même si effectivement, ça montre une nouvelle fois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans l'écurie. Ce qui m'a plus gêné sur cette course, moi, c'est plutôt la discussion stratégique qu'ils ont eue avec Leclerc. C'est bien dans l'idée de vouloir l'impliquer dans la stratégie, mais pas comme ça au milieu de la course, en lui posant une question beaucoup trop longue, beaucoup trop technique, et à laquelle il ne peut pas répondre car il n'a pas les données. C'est bien lui demander son sentiment, lui demander son avis, etc. Mais pas lui demander de faire la stratégie de A à Z. Ça, Ferrari, ce plan-là, ils auraient dû le prévoir. Dire à Leclerc, on va faire ça, à la limite lui faire confirmer, mais c'est tout. Chez Red Bull, Verstappen, on lui aurait dit box, il serait rentré, il aurait mis les pneus, il aurait gagné. Là, on lui dit, tu préfères ça, ça, peut-être ça, attention, nanana. Leclerc doit piloter, c'est pas correct de faire ça. Et pour moi, ça montre que chez Ferrari, l'arbre de prise de décision, il n'est toujours pas clair. Et ça, c'est un gros problème, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Allez, on continue avec un mot pour les Mercedes qui finalement ont fait absolument comme d'habitude, complètement à la rue le vendredi et le samedi, très très loin en qualif, mais on le sait, elles sont toujours meilleures en course, et quand on voit le dimanche de Russell, bah voilà, finalement c'était du Mercedes classique, aux portes du podium, de plus en plus proche de Ferrari en termes de performance, voilà, normal, classique. Bon week-end de George, même si je pense qu'il s'est un petit peu raté en Q3, où j'ai trouvé qu'il avait plus de perf que Lewis et finalement il est parti derrière. Mais après, voilà, son dimanche, il est absolument sans embûche. Quant à Lewis, évidemment, bah voilà, il est fautif dans l'action avec le père Fernando Alonso. Il laisse pas assez de place, évidemment. Peut-être qu'il pense que le dépassement est déjà complété, peut-être qu'il le voit pas dans son angle mort, etc., etc. En tout cas, Fernando n'a rien fait de répréhensible, et Lewis devait lui laisser de la place, il l'a pas fait. Gros choc derrière, belle élévation. Finalement, Lewis s'est pénalisé tout seul avec cette erreur, puisqu'elle mène à son abandon, coûte des points à Mercedes, et peut-être même jusqu'à un podium. On aurait vu ce qui se serait passé. Par contre, j'ai adoré qu'il reconnaisse direct que c'est son erreur. Le cas est clair, mais quand même, le reconnaître devant les médias, c'est bien. Si les pilotes commencent à ne pas reconnaître des cas aussi évidents que ça, on aurait eu un problème, Hamilton aurait pu mal le prendre. Non, il a dit c'est mon erreur, j'aurais dû laisser la place, ça c'est très bien. Un peu moins content du commentaire d'Alonso en direct, hein, il sait courir que quand il est premier. Bon, c'est à chaud et j'excuse absolument toutes les réflexions des pilotes à chaud parce que même moi dans ma voiture au feu rouge, je suis capable de dire ça à un mec. Donc voilà, maintenant, à chaque fois les phrases d'Alonso sont un peu préméditées, il essaie de dire voilà, moi je sais comment ça fonctionne, etc. Bon, et puis après, devant les médias, quand il apprend qu'Hamilton s'est excusé, il en remet une couche. Bon, c'est un détail, mais voilà, le drama est un petit peu bizarre. Mais puisqu'on parle d'Alonso, allons sur les Alpines. Excellente course de l'écurie française, excellent week-end du père Fernando, la qualif très très bonne, la course très très bonne, il peut pas aller chercher mieux comme résultat, excellent. Et que dire d'Esteban Ocon qui pour moi fait un week-end encore meilleur, devant en qualif, en plus en aidant Fernando avec l'aspiration, la remontée elle est parfaite, des dépassements absolument magnifiques, évidemment celui sur Gasly avec Vettel entre les deux, mais il y a également d'autres extérieurs, le raidillon, la source, etc. Il a tout fait Esteban. Pour moi, c'est son meilleur week-end de la saison. Gros résultat à l'arrivée. Et surtout, ça arrive au moment parfait pour lui parce que finalement, certes, lui, il a son contrat garanti, mais avec ce nouveau coéquipier et ce nouveau virage que prend le projet Alpine, bah, il va devoir assurer et assumer. A-t-il l'étoffe d'un numéro 1 ? Peut-il devenir plus qu'un bon pilote de Formule 1 ? Est-il World Championship Material ? Bah, les 2-3 prochaines années vont décider de ce que va devenir sa carrière. C'est très intéressant comme moment pour lui, et puis à cet instant-là, il produit à Spa une course où il coche toutes les cases. Ça n'a pas toujours été le cas, parfois je me suis dit, ah, il en manque un petit peu là ou là. À Spa, il y avait tout pour Esteban. Excellent, que ça continue comme ça. En tout cas, Alpine fait une énorme opération face à McLaren au classement, reprend énormément de points, fait même un petit break, et j'ai trouvé que ce week-end, bon, Spa leur correspond toujours très bien. Là, ils avaient un clair avantage, ils étaient la 4ème force, ils ont maximisé les points. Mais j'ai trouvé que ce week-end, ils avaient ce petit plus que parfois je leur trouve, qui me fait dire que le projet va vraiment dans le bon sens, parce qu'ils ont tout maximisé, la stratégie elle était bonne, l'exécution parfaite, et surtout, ils ont très très bien géré le cas Alonso. Ça aurait pu être compliqué, de retour de vacances, il est parti, etc. Il t'a mis un petit couteau dans le dos, machin truc. Rien du tout, pas un seul mot de travers, pas un seul truc. Alonso a aidé Ocon, Ocon a aidé Alonso.
excellent. Bravo Alpine, c'était un week-end vraiment excellent et qui montre que l'écurie va dans le bon sens. Bravo, écurie, pilote, tout le monde, parfait. Et en plus, c'était absolument l'inverse du côté de McLaren, pas aidé par le train DRS qu'Albon a formé qui les a un petit peu coincés, mais surtout ce week-end on a vu que cette voiture, elle n'a pas de grande qualité et qu'elle est même assez moyenne partout. En ligne droite, elle a trop de traînées, elle va pas assez vite. En virage, elle a pas vraiment de trucs en plus, ce qui fait qu'au final, elle est trop moyenne et sur un circuit comme Spa, elle ne s'en sort pas. En plus, l'écurie... Je commence à trouver que McLaren atteint souvent sa limite, son plafond de verre, n'arrive pas à passer au-dessus, c'était encore le cas ce week-end, et ça coûte souvent de gros points, et finalement de manière assez logique, ça y est, enfin, ils sont décrochés par Alpine pour la 4ème place. Peu de choses à dire sur les pilotes, hein. Norris fait la qualif qu'il faut, il va en Q3, ensuite il y a la pénalité moteur, il part dernier, il arrive à terminer devant Ricciardo, malheureusement lui aussi est pris dans ce train et n'a jamais pu en sortir, je pense que le point de la 10ème place aurait pu être pour lui, mais la McLaren ne lui a pas permis de se détacher de cette 2ème voire 3ème partie de midfield. Ricciardo lui n'a pas été ridicule, hein. Pas si loin en qualif, pas si loin dans la course, mais toujours trop loin, voilà, il en manque encore, il n'a toujours pas la solution, et maintenant on a compris qu'il l'aura jamais. Hein, il l'aura pas avant la fin de la saison, cette solution dans la McLaren. Au final, pas si ridicule parce qu'il est dans le train DRS, donc il suit Norris à 2-3 positions, et à l'arrivée, il est là. Même stratégie pour les deux. Maintenant, il partait, je crois, à près de 8 ou 9 positions devant lui. C'est pas normal. Si Norris, lui, était parti 8ème dans cette course, il aurait fini 7-8ème par Ricciardo. Donc ça va pas. Allez, on continue et pour un nouveau week-end consécutif, j'ai envie de dire du bien d'Aston Martin. Je vous le dis depuis le Castellet où j'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux, Aston est la 6ème force du plateau. Ils ont fait un pas en avant récemment et se sont sortis de la fin de peloton où ils étaient jusqu'alors. Ils ne sont plus du tout en concurrence avec les Haas, les AlphaTauri ou les Alfa Romeo. Maintenant, ils se battent avec les McLaren, les Alpines, les places 8 à 10 d'un Grand Prix. Clairement ça va mieux et petit à petit je pense qu'ils vont finir 6ème de ce championnat, mais les points sont longs et durs à mettre. Ce week-end, Vettel en met quand même 4, pourtant c'est surprenant car sa qualif elle est un petit peu décevante, hein, sortie en Q1 pour quelques millièmes, etc. etc. Mais avec les pénalités il part dans le top 10, il y a du grabuge devant, il se place bien, hop il gagne quelques places, ensuite il garde cette position dans les points tout du long, Albon ne le repasse jamais, du coup il est jamais pris dans le train, il est dans le bon wagon. Il fait sa course, il arrive à finir finalement assez haut, 8ème, ce sont de gros points pour Aston Martin. Voilà. Excellent dimanche de Seb, qui a toujours son coup de volant, et j'étais content de le voir frustré samedi à la sortie en Q1, parce que ça montre que voilà, il est loin d'avoir abandonné, et jusqu'à la dernière course, il ne sera pas en retraite du tout. Stroll, lui, on est à mi-chemin entre un petit peu de regret et de déception. Une qualif devant Seb en Q2, pas mal, ça passe. Un départ dans le top 10, malheureusement impulsion un peu moyenne, ce qui le met derrière Seb, et la Seb l'a totalement tassé en dehors au combe. Il a perdu gros, il a dû se faire dédoubler par quelques voitures, et du coup il est pris dans le mauvais train. Et à partir de là, c'est très compliqué pour s'en extirper, et il n'y a pas de points à l'arrivée. Reste que j'en attends toujours un petit peu plus de Lance Stroll, hein. Maintenant on sait que Vettel va s'en aller, il est à la retraite quasiment bientôt, c'est à lui de step up un peu. Il va y avoir bientôt Alonso dans ce baquet, attention, il n'a que 4 points au bout de 14 courses, 13 courses, c'est autant qu'Albon, dans une Aston Martin qui, je l'ai dit, depuis 4-5 courses, se bat pour les points et est plutôt très bonne. Voilà, c'est pas assez pour Lance. Ce week-end, tout n'est pas de sa faute, mais voilà, j'en attends encore plus. La vidéo avance et on va enfin pouvoir dire du positif de Pierre Gasly qui a fait un week-end absolument parfait. Pour moi, il n'y a que Verstappen qui a fait un meilleur week-end. La qualif de Pierrot, elle est très bonne. Il se place là où il faut pour bénéficier des pénalités des autres, etc. Et espérer de gros points avec une écurie AlphaTauri à la grande peine cette saison et pour qui les points sont rares. Mais voilà, sa voiture ne veut pas s'allumer sur la grille, il part des stands. Et pourtant, il va nous faire une excellente course, des remontées, des dépassements. Et aussi une stratégie décalée qui lui a permis d'éviter le train Albon et au final d'arriver dans ce top 10. Mais il n'y a rien à dire, que ce soit dans la performance, dans l'exécution, dans l'état d'esprit, dans le sourire, Pierre Gasly a fait le week-end qu'il lui fallait ce week-end en sortie d'une première partie de saison où parfois il était très bon, parfois il a fait des erreurs et surtout il y avait une espèce de morosité, de tristesse. Là c'est parfait, les rumeurs de transfert sur Alpine, etc. Voilà. Pierre a enfin raccroché le bon mood dans cette saison, je suis très content. C'est parfait, faut continuer, faut capitaliser, c'est là-dessus. Concernant Tsunoda, eh bien on n'y est toujours pas. La qualif, on sait qu'il y a 6 ou 7 pénalisés, c'est l'occasion de partir haut dans le top 10, d'aller chercher des points pour une écurie qui en manque, etc. D'aller chercher de la confiance pour un pilote qui en manque.
Eh bien non, il se rate à la dernière chicane, il fait un blocage de pneus, il part finalement dernier des pilotes qui n'ont pas de pénalité, à tel point qu'il passe de « bon, on va aller chercher des points » à « bon, ça sert à rien, autant te mettre une pénalité, tu partiras des stands ». C'est extrêmement décevant pour Yuki. Sa course, bah bon, je pense qu'elle est en dessous en termes de rythme de celle de Gasly. Après, dans la deuxième partie de peloton, on l'a pas vu, c'était très serré, il y avait le train, etc. Il peut pas faire mieux, je suis d'accord. Mais encore une fois, pour Yuki, on n'y est pas. Faut faire attention, c'est bientôt la fin de sa deuxième saison, ça commence à taper un peu à la porte derrière, il y a du Iwasa, il y a du Colton Herta, il y a en Formule 3 du Crawford, du Zakaja, il y a du Denis Sauger, etc., etc. Attention Yuki, il n'arrive toujours pas à convaincre et à faire le petit step qui fait qu'on se dit que oui, c'est un pilote qui va rester en Formule 1 sur le moyen long terme. On n'y est pas. On termine le top 10 de cette course avec Alexander Albon, excellent, que ce pilote me régale. On a eu l'occasion à maintes et maintes reprises de dire que sa première partie de saison était très bonne, que c'était validé largement, et qu'en plus il savait se saisir des petites opportunités de points qu'avait Williams. Il y rentre pour la 3e fois de la saison, 4 unités au compteur, les 4 seuls de l'écurie, et sûrement les 4 seuls qu'elle marquera cette saison, à moins qu'il y ait une nouvelle course à exploit. Là, ce qui s'est passé, c'est très simple. La Williams, c'était une roquette en vitesse de pointe. Ils ont tout misé là-dessus pour être devant les autres et les bloquer. Albon, il a tenu toute la course avec une voiture qu'il fallait maîtriser parce qu'elle avait très peu d'appui. Excellente qualif, Q3, excellente course, départ 6ème. J'ai rien à dire sur Alex, qui a très bien géré sa barque et qui est un pilote qui mérite largement sa place en Formula Uno. Quant à Latifi, j'en reviens toujours au même poncif. Chaque course effectuée avec lui dans la Williams numéro 2, c'est comme si l'écurie n'alignait qu'une seule voiture. On l'a vu encore ce week-end, jamais de sa vie cette saison, Latifi ne pourra prétendre au point de manière sérieuse. Donc voilà, tant qu'il est là dans la voiture, ça sert à rien. Alors quand j'entends qu'il pourrait encore être prolongé l'an prochain, je m'étouffe un peu, parce que pourquoi? Pourquoi faire? Sincèrement, le mec est très sympa, mais sportivement, tu ne peux rien espérer avec lui, il ne t'apporte rien. La qualif, encore une fois, elle est loin, elle est pas bonne, elle est désastreuse, il se fait mettre à l'amende par Albon. Voilà, son départ, il part dans le top 10 parce qu'il y a les pénalités, il est bien placé, il fait n'importe quoi, il va à l'extérieur, il spin, il envoie Bottas dehors. Voilà. Latifi ne doit pas continuer en Formule 1, sinon il y a un gros problème. Et ensuite un petit mot rapide sur les deux écuries qui n'ont pas été top ce week-end. D'abord Haas, la moins bonne écurie du plateau je pense ce week-end à Spa. Ça y était pas, problème en plus le vendredi pour Magnussen, ça part loin, pénalité moteur pour Schumacher. Voilà, on les a pas vus, ils ont été loin, ils ont même pas été dans le train d'Alexander Albon, c'est les seuls à s'être pris 2 tours par Verstappen. Haas a vécu son pire week-end de la saison, tout simplement, et les pilotes sont très durs à juger du coup. Et concernant Alfa Romeo, encore des soucis eux aussi, des pénalités pour les deux. Bottas se fait mettre dehors au début alors qu'il n'y est pour rien. Joe est pris dans la deuxième partie de peloton, n'est qu'un rookie, etc., etc. Très dur de juger. Week-end à oublier en tout cas pour les hommes de Fred Vasseur. Bref, je comptais faire assez court sur le débrief de Spa, pilote par pilote, mais finalement je crois que j'ai fait assez long. Du coup je passe rapidement au récap de mes notes. 20 sur 20 évidemment pour Verstappen. J'ai failli mettre le premier 21 sur 20 de l'histoire de la chaîne, finalement je m'en arrête là. 19 pour Ocon, 18,5 pour Albon, Alonso et Gasly, tous ces pilotes-là ont fait d'excellents week-ends. 17 pour Russell et Sainz, peut-être que Russell mérite plus, mais sa qualif me laisse un petit peu sur ma faim. 16,5 pour Perez et Vettel, 15 pour Leclerc, 13 pour Norris, 12 pour Joe, Schumacher et Stroll, 11 pour Ricciardo, Magnussen et Hamilton, qui finalement a fait une erreur qui lui fait marquer 0 points plus tôt, 10 pour Tsunoda, 8 pour Latifi, et non noté pour Bottas qui n'a pu courir ni samedi ni dimanche. Voilà, vous me direz évidemment là vous êtes d'accord, pas d'accord, j'ai hâte d'attendre vos réclamations. Je vous mets également à l'écran les notes des écuries que je ne détaille pas, parce que ça suit finalement assez la logique. Allez, ensuite un petit point de classement, 93 points d'avance pour Verstappen sur son dauphin qui est désormais Perez, 98 d'avance sur Leclerc. On est d'accord que maintenant la seule question c'est où Verstappen va-t-il être titré, quand, et non pas va-t-il être titré. Norris, attention, ça commence à chauffer derrière, les deux Alpines se rapprochent. Dans la deuxième partie de tableau, Vettel a doublé Ricciardo je crois, et Albon a égalé Stroll en termes de points. Au niveau des classements par équipe, 118 points d'avance pour nos amis de Red Bull. Ferrari reprend un petit peu de marge sur Mercedes, un petit peu plus de 40 points. Alpine a fait le break sur McLaren, 20 points, c'est quand même pas mal dans le milieu de plateau, et je pense qu'ils vont pouvoir concrétiser, enfoncer le coup sur les week-ends suivants.
Et dans le fond du classement, il y a eu des points pour AlphaTauri et pour Aston Martin. As, elle, commence vraiment à faire du surplace. Je vous le dis, je vois bien Aston Martin remonter facilement 7ème à la fin de la saison, peut-être même 6ème si Alfa Romeo continue de ne pas scorer. Ils n'ont marqué que 10 points depuis Monaco, c'est vraiment pas beaucoup. Coup d'arrêt pour les deux écuries motorisées par Ferrari. Pendant ce temps, Aston a repris du poil de la bête. AlphaTauri, Pierre va mieux. On pourrait avoir du changement dans cette deuxième partie de classement, alors que je pense que les 5 premières places commencent à être faites, même si McLaren n'a pas abdiqué et que Mercedes n'est pas si loin de Ferrari. Bien allez, avant de vous laisser, j'ai quand même envie de me projeter un petit peu sur Zandvoort, un circuit qu'on adore évidemment, atypique avec ses dunes, ses bankings, ses virages, ses parties sinueuses. Voilà, c'est un défi finalement assez unique dans le championnat. On aime aussi pour l'ambiance, hein, le bord de mer, la plage et cette marée orange qui va battre des records. C'était déjà une marée orange à Spa, ça va l'être en x10 du côté de Zandvoort. Je pense qu'on va se régaler. C'est toujours un circuit où il se passe des choses parce qu'il y a du gravier, il y a de l'herbe, il y a des virages techniques. On se rappelle de la qualif folle de l'an dernier. La course avait été moins bonne parce que ça avait été plus en mode procession. Mais cette année, avec ces voitures 2022 qui peuvent se suivre, se doubler à des endroits qu'on ne prévoyait pas, et avec un DRS qui pourrait être activé dès le banking, je vous avoue que j'en attends beaucoup. J'ai le sentiment que Zandvoort peut être l'une des courses de l'année. Maintenant, il faudra voir si la Red Bull est toujours aussi dominatrice. Si c'est le cas, on n'aura pas de lutte pour la victoire. Malgré tout, il ne faudra pas oublier qu'il y aura plein de batailles derrière qui sont tout aussi intéressantes. Voilà, je pense que le circuit conviendra mieux à la Ferrari que Spa ne lui convenait, mais on va avoir la réponse sur est-ce que Ferrari a dû remonter la hauteur de sa voiture à cause du marsouinage, et du coup a tout perdu ou pas. On va voir. J'ai hâte de voir aussi Mercedes sur ce tracé un petit peu bizarre pour elle. Plein de choses à voir, il y a également la F3 de la F2. Est-ce qu'Alpine va enfoncer le clou? Est-ce que Vettel, Stroll et les Aston Martin vont continuer leur remontée? Voilà. Est-ce qu'il y aura un coup? Est-ce qu'il y aura une course avec des multiples rebondissements? Voilà. Il se passe toujours des choses en Formule 1, et personnellement j'en attends beaucoup de Zandvoort, parce que comme je l'ai dit, avec ces voitures 2022, finalement, c'est comme si le règlement avait été fait pour ce circuit. J'ai un petit peu ce sentiment-là en entrée de week-end. On verra ça lundi dans le débrief. Bon voilà, je crois qu'on commence à avoir fait le tour. On peut refermer la page Spa. On a commencé à ouvrir celle de Zandvoort. J'ai hâte de voir ce qui va s'y passer. Il y a plein de sujets à explorer en ce moment en Formule 1. Ricciardo, Gasly, beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas dans les commentaires à poser quelques questions ou à soulever les sujets et les choses que je n'aurais pas relevées dans cette vidéo. On pourra évidemment en discuter tous ensemble. De mon côté, je commence à retrouver un planning un peu plus normal et il y aura donc bien un des prix lundi. J'espère que ça va pas trop manquer après Spa. En tout cas, on va pouvoir reparler de l'actualité de la Formule 1 quasiment en temps direct. Tout va mieux, pas de soucis. Voilà, sur ce, si ça vous a plu, je vous encourage à liker, à partager, à vous abonner pour continuer de faire grandir la chaîne. Venez également me suivre notamment sur Twitter ou Instagram, les liens sont dans la description. Et puis là-dessus, je vais vous laisser. Bon week-end à Zandvoort et je vous dis à lundi pour des prix. Ou peut-être avant pour une petite vidéo surprise.